est consacré au mode d'hérédité multigénique ou multifactoriel. La différence multigénique-multifactorielle, c'est l'idée qu'on introduit dans le multifactoriel des facteurs d'environnement. Multigénique, ce serait pas mal de gènes. Multifactoriel, des gènes et de l'environnement. Un peu d'histoire, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pas parce que c'est une querelle en génétique qui est assez fondatrice sur le modèle d'hérédité multigénique et la façon dont il peut s'opposer ou pas forcément d'ailleurs au modèle mendélien. Les maladies dont on parle, qui sont, vous le verrez, ce qui s'oppose en tout à ce qu'on a vu jusqu'à présent, parce que ce sont des maladies fréquentes, des maladies communes, alors qu'on a vu au fond jusqu'à présent des maladies le plus souvent rares, parfois exceptionnelles. Quels sont les modèles que l'on propose sans qu'aucun soit aujourd'hui au fond validé? Ce qui pose la question de savoir comment détecter face à une maladie l'existence de facteurs génétiques, ça ne tombe pas absolument sous le sens qu'il y a une participation génétique à des maladies. Quelles sont les méthodes pour identifier les gènes et leurs difficultés, ça pourrait aller ensemble, ça. Puis revenir sur un point qu'on a déjà effleuré, qui est de dire, déjà les modèles monogéniques mendéliens plein pot évoquent l'idée de la participation d'autres gènes. Vous vous souvenez de la déconstruction des signes de la mucoviscidose avec la participation des facteurs de milieu, d'environnement et d'autres facteurs génétiques, étant entendu qu'on est dans un modèle de ségrégation parfaitement mendélien et monogénique. On peut déjà commencer à raffiner les choses, donc aller des maladies rares aux maladies communes. Voilà les points essentiels. Alors cette querelle du début du XXe, à peu près depuis la redécouverte des lois de Mendel en 1900, vous savez Mendel c'est 1865, et on a mis 35 ans à retrouver l'importance de ces modes de ségrégation. Et elle a opposé pendant une bonne vingtaine d'années, et vous allez comprendre que c'est une querelle qui n'est pas anodine, non seulement pour les généticiens eux-mêmes, mais pour le XXe siècle, entre les tenants de ce qu'on appelle les variations discontinues, qui résumaient tout à l'hérédité mendélienne, William Batson, il n'a pas l'air très gai, et un groupe qui était les biométriciens, tenant des variations continues. Ce sont des gens qui ont passé beaucoup de leur temps à mesurer les choses, quantifier les choses, sur les variations de taille, de poids, de périmètre crânien, d'intelligence, et vous voyez arriver, après Galton, les propositions eugéniques, qui sont allées dans l'utilisation de la génétique, la bonne génétique, eugénique, la bonne génétique, et les dérives qui s'en sont suivies. Je ne parle pas forcément des dérives nazies, mais dans un très grand nombre de pays occidentaux parfaitement cultivés et civilisés, qui ont commencé à stériliser les malades mentaux en disant oui, ils ont des allèles mutants, on ne sait pas très bien lesquels, c'est pas mendélien, c'est continu, mais si on les stérilise, ils n'auront pas d'enfants, et ces allèles disparaîtront. Et on va donc ainsi prévenir, favoriser, enrichir en allèles qui ne sont pas les allèles de prédisposition. C'était les propositions eugéniques qui ont tenu, vous le savez, on ne sait pas bien, longtemps après la guerre, la guerre de 40, hein, longtemps après la guerre de 40, il y a encore des stérilisations eugéniques dans des pays tout à fait dignes de civilisation, la Suède, les États-Unis, jusque dans les années 50. C'est quelque chose qui est au fond assez récent et qui tenait de cette espèce de débat. Du point de vue scientifique, les Mendéliens et Batson ont un peu écrasé le champ à ce moment-là parce qu'ils ont trouvé dans des maladies humaines que nous avons vues jusqu'à présent, à commencer par l'hémophilie, mais c'était surtout au début les erreurs innées du métabolisme, les maladies métaboliques, la phénylcétonurie dont je vous ai dit un mot pour le dépistage. Ils ont trouvé la preuve éclatante de l'existence chez l'homme du modèle mendélien. Ils en ont proposé les bases biochimiques, ça a conduit à l'hypothèse un gène produit une enzyme, encore une fois, bien avant la découverte de la structure de l'ADN et de l'importance qu'elle avait. Et cette espèce de mouvement biologique, biochimique et génétique l'a totalement emporté.
du point de vue scientifique, pendant que du point de vue euh, social, malheureusement, si je puis dire, les biométriciens ont fait école jusque dans la politique et dans les mauvaises utilisations de la génétique. Il y a eu une résolution théorique de cette histoire par trois généticiens quantitatifs. Vous retrouvez Haldane, mais aussi Ronald Fisher, Sewell Wright, qui sont ici, et qui ont dit, mais les deux ne sont pas incompatibles. On peut parfaitement arriver à imaginer que la ségrégation mendélienne des caractères, la répartition des allèles à la méiose, ne soit pas incompatible avec les variations continues si, et c'est ça le coup de génie de cette époque, si on imagine qu'il n'y a pas un locus, mais plusieurs. Et alors, on peut imaginer de déconstruire une courbe gaussienne en multiples, on le verra tout à l'heure, en multiples événements de ségrégation mendélienne, pourvu qu'il y ait plusieurs loci, hérédité multigénique. Et puis, il y a eu des arguments expérimentaux qui ont été apportés aussi par Müller, qu'on a trouvé, vous vous souvenez, pour la dissection des allèles dominants, et qu'on retrouve ici dans le modèle multifactoriel. Et puis, à partir des années 60, donc là, il y a quelques temps, sont arrivées de front plusieurs affaires qui ont remis, après une grande phase 1910-1960 de maladies mendéliennes chez l'homme, notamment avec la biochimie, puis les maladies de l'hémoglobine, enfin bref, un triomphe mendélien, qui a découvert ou redécouvert certaines choses. Premièrement, l'hérédité mendélienne est l'exception plus que la règle. C'est ce que je vous disais au début. On a traité jusqu'à présent des maladies, quand on parle de maladies de l'homme, hein, on a traité des pathologies rares, on va traiter de maladies communes aujourd'hui, de diabète, d'hypertension, de certaines démences ou cancers, de maladies psychiatriques. Donc, au fond, l'hérédité mendélienne est bien plus rare. C'est Newton-Morton qui avait proposé cela. On a découvert, deuxièmement, qu'il y avait une très grande variabilité du génome. Et on était, à cette époque, encore extrêmement loin de la vérité que vous avez vue, vous, au début du cours, avec des millions de variants qui nous distinguent les uns des autres. Et puis, certains, comme Cédric Carter au Canada, ont véritablement travaillé sur des maladies en montrant, par la ségrégation de ces phénotypes dans les familles, par les risques spécifiques à chacune de ces pathologies, que ça collait pas mal avec les propositions de nos mathématiciens des années 18, et qu'on pouvait effectivement distinguer un modèle d'hérédité multigénique ou polygénique. Le point de définition, donc multifactoriel, vous êtes d'accord, c'est gènes plus environnement, beaucoup de gènes plus l'environnement. Multigénique, ce ne serait que des gènes, et un certain nombre, plusieurs. Polygénique, ce serait la même chose, mais avec beaucoup de gènes. Oligogénique, je vous dis ça parce qu'on entend tous ces mots, il y a un sens derrière. Oligogénique, c'est plusieurs gènes, mais peu. Il s'oppose à poly. Voilà. Alors, de quelle maladie parle-t-on dans cette affaire-là, et comment, depuis Carter et Morton, a-t-on évolué dans ce domaine? Alors, on parle de maladies communes qui sont souvent de prévalence supérieure à 1%. Si vous imaginez l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'obésité, etc., etc. Enfin bref, alors là, c'est tous les champs de la médecine, et vous allez rencontrer tout cela dans vos parcours médicaux. Quoi qu'il arrive, forcément, vous n'allez pas tomber sur des maladies qui ont la réputation comme ça au premier abord d'être génétiques. Ce n'est pas la première réaction vis-à-vis d'un hypertendu. Monsieur, oh, vous avez une hypertension, vous êtes atteint d'une maladie génétique. Non, c'est une maladie à contribution génétique. La génétique joue un rôle intéressant, utile peut-être, dans une pathologie fréquente. Leur âge par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent est plutôt tardif. Donc on va avoir une courbe qui se dessine suivant la fréquence, l'effet des variants, qui est faible, un âge plutôt tardif. Tout ça s'oppose à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ce sont souvent des traits quantitatifs. Ce n'est pas oui ou non, c'est je mesure la glycémie, je mesure la pression artérielle, je mesure le poids. Ce sont des phénotypes qui, justement, étant quantitatifs, dépendant de l'âge et de prévalence élevée, ben voilà 3 éléments qui vous disent que ce n'est pas facile d'être certain que l'on a affaire à ce phénotype. L'exemple le plus caricatural, c'est la psychiatrie.
elle change, la psychiatrie, mais les définitions des phénotypes en psychiatrie n'ont pas toujours été consensuelles, n'ont pas toujours été acceptées de la même manière dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a des classifications de maladies psychiatriques avec des critères. C'est vous savez, les registres DSM qui vont essayer de donner un guide à l'appellation d'un dossier en psychiatrie, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a un fort impact de l'environnement. Les études familiales sont difficiles pour toutes ces raisons-là. On n'est pas mendélien, il y a peu de personnes atteintes dans les familles, mais il y en a quand même. La prévalence est élevée, ce qui fait qu'il peut y avoir 2 personnes dans la même famille, alors qu'elles ne partagent pas, on ne le sait pas, de facteurs de risque en commun, bien qu'étant de la même famille. Et en revanche, l'enjeu est énorme, puisqu'en santé publique, comme c'est des maladies fréquentes, très variées, qui touchent tous les appareils, la dystrophie maculaire liée à l'âge, des cancers, les démences, eh bien, l'enjeu de comprendre les fondements de ces maladies sont grands. Les enjeux sont grands. Cancer du sein, Alzheimer, diabète, sclérose, multiple scléroseuse, c'est la sclérose en plaques, troubles autistiques, schizophrénie. Et puis, vous voyez qu'on glisse vers des trucs qui ne sont pas vraiment des maladies, mais des prédispositions à la dépendance à la nicotine, à l'alcool. Là, l'environnement, il est majeur. C'est que si vous ne rencontrez pas l'alcool, vous allez boire une prédisposition à l'alcool, vous n'avez pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on glisse vers des phénotypes de prédisposition, voire des phénotypes normaux. Et c'était l'idée de départ des biométriciens d'étudier cela pour les variations physiologiques normales de l'homme. Donc voilà ce en quoi on traite aujourd'hui, un peu rapidement, pardon, de quelque chose qui s'oppose à ce qu'on a vu jusqu'à présent, où on trouvait des maladies rares, dont les conséquences fonctionnelles des variants causaux étaient très importantes, avec des risques relatifs. Le risque relatif, c'est le risque par rapport au risque de tout le monde. C'est le risque que quelqu'un qui a un apparenté atteint, un frère ou une sœur atteint, a par rapport à monsieur tout le monde. Et quand vous êtes d'une fratrie de mucoviscidose, le risque que votre frère soit atteint de mucoviscidose, c'est 25%, c'est très très élevé. Donc le risque relatif est élevé. On a affaire à des maladies monogéniques, rares. L'impact est individuel, en santé publique bien sûr, est limité. Il est grand puisque ces maladies rares, vous l'avez compris, sont extrêmement nombreuses individuellement. Leur somme, c'est 3 millions de personnes en France aujourd'hui, mais c'est 7000 maladies rares. Et puis, s'oppose à cela, ce qu'on discute aujourd'hui, enfin, s'oppose avec, vous l'avez compris, des points de dialogue, des variants génétiques qui sont en nombre, dont l'effet individuel est modeste, avec des risques relatifs faibles. Quand vous êtes, si on prend le risque relatif par rapport à un couple de parents qui a un enfant ou un jeune adulte qui aurait une hypertension artérielle, le risque relatif, c'est-à-dire le risque qu'un deuxième enfant ait une hypertension artérielle, sachant que le premier en a une, n'est pas très élevé, mais il est bien plus élevé que celui de la population générale. Et l'impact sur la population est massif, puisque c'est les coûts de santé et c'est toutes les questions de la prévention, du dépistage de ces maladies, de leur prévention et aussi de leur déconstruction intellectuelle, en partie à l'aide de la génétique. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Ça a conduit des personnes, en prenant ces histoires-là sur les variants rares à effet important, variants fréquents à effet modeste, à dire on peut essayer de placer les maladies humaines sur cette espèce de champ de bataille ici, avec l'effet des variants, d'un effet très faible à un effet majeur, et leur fréquence des variants d'une très grande rareté au caractère commun. On va trouver à partir de là des polymorphismes, puisqu'on est à plus de 1%, jusqu'à des choses qui sont relativement communes. Et de dire, je peux essayer de distribuer les maladies dont on parle aujourd'hui, enfin l'ensemble des pathologies sur ce groupe-là. Ce dont on a parlé jusqu'à présent, c'est ça. C'est des variants rares, des mutations qui causent des maladies mendéliennes où les variants ont un effet élevé. Et comme les variants sont rares, ces maladies sont rares, quel que soit le modèle d'hérédité. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on va glisser le long de cette pente en parlant de pathologies où la fréquence des allèles est plus grande,
leur effet est plus modeste, mais leur combinatoire va aboutir à des maladies relativement communes.